Et si nous reparlions aujourd'hui de RSE, Anne-Claire, qu'est-ce que tu en penses? Bonne idée, très bonne idée. Alors, 3 lettres que l'on entend un peu partout, parfois de manière certainement abusive, mais derrière lesquelles se cachent de vrais enjeux positifs pour une entreprise et pour son environnement. Alors rappelons quand même ce que veut dire RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est tout simplement le fait pour une entreprise d'être attentive et de prendre en compte tous les enjeux environnementaux, socio-économiques et éthiques qui découlent directement de ses activités. Et ça n'est pas quelque chose de vraiment nouveau, car on en trouve déjà les premières traces au cœur de la révolution industrielle anglaise au milieu du 19e siècle. Effectivement, ça fait un petit Impressionnant. moment. Mais c'est clairement dans la dernière décennie que les choses se sont accélérées et bien intensifiées, et dans la foulée du sommet de la Terre de Rio en 92. Ça fait 30 ans déjà quand même. Vous voyez, 30 ans déjà, ou seulement, ça dépend de quel point de vue on se place, tellement on a l'impression que c'était il y a une éternité. Et puis, on a aussi l'impression que RSE, c'est joli sur une plaquette de présentation ou sur un rapport annuel, mais que derrière, il n'y a pas forcément toujours de réelle action ou démarche structurée et profonde. Ouais, bon, sans doute, il y en a pour qui c'est un vrai effet, un argument de vente, un argument marketing plus qu'une réelle philosophie. Mais heureusement, ce n'est pas la majorité des cas. Et la RSE constitue pour bon nombre d'entreprises et d'organisations une façon de se positionner face aux nombreux défis et enjeux qui se présentent à elles, que ce soit à l'échelle locale ou globale. Car que ce soit les conséquences du changement climatique, les inégalités sociales ou encore la multiplication des risques sanitaires ou digitaux, tout le monde est concerné et vraiment à tous les niveaux. Oui, et il faut prendre soin de l'économie, de l'écologie, de la société au sens large. Ça peut se faire déjà à une toute petite échelle, au sein même de sa propre organisation, de son entreprise. On n'a pas forcément besoin d'être un grand groupe multinational pour enclencher quelque chose dans ce sens. D'ailleurs, ce sont les petites choses au quotidien qui sont les plus efficaces. Et tu connais l'adage, ce sont les petits cours d'eau qui font les grandes rivières. Bravo Camille, c'est bien tombé cet adage, mais surtout que les leviers d'action sont multiples et variés au sein d'une entreprise et que bon nombre de ces actions sont en réalité assez faciles à mettre en œuvre. En fait, le plus difficile, c'est de savoir par où commencer. Oui, exactement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il existe des acteurs comme IMS, Inspiring More Sustainability, à Luxembourg, pour aider à s'y retrouver et à prendre de bonnes décisions. Et IMS Luxembourg, c'est déjà depuis 15 ans le réseau leader des entreprises luxembourgeoises engagées en matière de RSE. C'est une ASBL indépendante et apolitique qui explore sans cesse de nouvelles solutions et elle teste concrètement des alternatives durables via des groupes de travail et des projets pilotes aux impacts super positifs. Et voilà, c'est pour découvrir cette vaste panoplie d'activités et d'actions d'IMS que nous avons invité sa directrice générale, Nancy Thomas. Bonjour Nancy. Bonjour. Bonjour Nancy. Alors Nancy, avant de commencer, on aimerait te poser quelques questions qui nous brûlent un petit peu les lèvres. On aimerait bien un peu savoir qui tu es et que tu expliques en quelques mots à nos auditeurs qu'est-ce qui t'a mené à diriger depuis 10 ans, déjà 10 ans, IMS, donc Inspiring More Sustainability, qui est le premier réseau d'entreprises luxembourgeoises impliqué dans la responsabilité sociale des entreprises, autrement dit le RSE. Ok, alors merci de me poser la question. Donc c'est vrai que ça fait déjà un peu plus de 10 ans que je suis à la tête d'IMS et ça a commencé il y a très longtemps. En fait, j'ai eu très tôt conscience des enjeux en matière de durabilité, en matière d'environnement et en matière sociale. Juste après mes études, donc j'ai fait des études en communication. J'ai réalisé quelques stages dans des grandes entreprises et je me suis tout de suite dit que je voulais absolument pas faire de la communication dans des grandes entreprises et communiquer sur quelque chose qui n'avait aucun sens pour moi. Et là, j'ai croisé le chemin du développement durable, donc c'était dans les années 2000, donc ça fait un petit bout de temps maintenant. Ça ne rajeunit Plus pas. que 10 ans. Voilà, plus que 10 ans. Plus que 10 ans. Et donc, j'ai déjà fait mon rapport de fin d'études était sur les rapports de développement durable, donc il en existait peu à l'époque. Et donc c'était en France, puisque je suis d'origine française à Paris. Et là, j'ai cherché à trouver un travail dans ce secteur d'activité-là. Donc dans les années 2000, il y avait
aucun poste de responsable de développement durable, ça n'existait pas. Donc je me suis tournée vers le monde associatif et donc j'ai toujours été salariée dans le monde associatif. J'ai commencé dans une organisation qui s'appelait aussi IMS, donc qui était le pendant français de IMS à Luxembourg, sur des sujets d'entrepreneuriat social et d'insertion professionnelle. Et puis ensuite, j'ai été responsable communication d'un réseau d'entreprises d'insertion qui s'appelle Envie. Donc là, on est vraiment dans l'économie circulaire sur ce réseau-là, puisqu'il collecte l'électroménager usagé en France via des associations. Ce sont des personnes en insertion qui travaillent dans cette association, qui rénovent de l'électroménager usagé, qui revendent dans des magasins à bas prix pour des personnes à faible revenu, et tout ce qui n'est pas réparé et démantelé, dépollué. Donc là, on est vraiment dans une association qui avait les 3 piliers du développement durable. Et puis, comme ce job était à Paris et que j'ai eu mon premier enfant, j'ai souhaité revenir dans ma région d'origine, donc la Lorraine. Et puis, quand je me suis réinstallée, j'ai cherché ce que je pouvais faire. Et donc, j'ai croisé le chemin d'IMS. Et donc là, voilà, il y avait beaucoup de challenges, puisque quand je suis arrivée, on était 3 salariés. Et depuis, on a pas mal grandi, monté beaucoup de projets. Vous êtes combien maintenant ? Là, on est 19. Ah oui, wow. Ça aussi, c'est génial. Et toujours associatif. Oui, sous cette forme-là. C'est ça. Du coup, comme tu sais, Camille et moi, on est aussi sensibles à ces questions de bien-être individuel et collectif. On fait partie effectivement de ceux qui pensent, comme toi, que vivre dans le respect humain et environnemental, c'est crucial pour l'équilibre de tous. D'ailleurs, on aime bien citer régulièrement les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qui sont un appel à l'action de toutes les entreprises en vue de promouvoir la prospérité, mais en même temps en protégeant la planète. Alors, on a régulièrement abordé de diverses manières la façon de consommer, de vivre, de manière à ce que ce soit plus durable. Mais pour autant, on le dit régulièrement dans nos podcasts, on ne peut pas faire tout reposer sur les épaules des seuls citoyens. Les entreprises ont aussi un rôle à jouer. Et d'ailleurs, on vous invite à aller écouter notre petit déclic, le 6, sur l'éco-responsabilité des entreprises. Voilà, on a toute une petite série de déclics à écouter sur ce sujet, donc allez-y. Merci Camille pour la précision. Mais c'est aussi ça qui vous anime chez IMS, cette fameuse RSE. Donc, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent de manière un peu plus précise qu'est-ce que c'est que la mission ou la vision, peu importe ce que tu préfères, d'IMS ? Alors, je peux déjà dire quelle est notre vision, c'est de faire du Luxembourg une société prospère et durable, et d'en faire une référence. Et chaque jour, ce qui nous anime, c'est en fait notre acronyme, le IMS, qui veut dire Inspiring More Sustainability. Donc, c'est avec les équipes de réfléchir en permanence à ce qui peut être innovant, à ce qu'on pourrait faire avec les organisations, avec cet objectif permanent de trouver comment changer les pratiques, comment transformer les organisations et comment les amener à plus de durabilité. Donc après, c'est d'avoir ces concepts-là, d'aller chercher ces idées et puis de les ramener sur le terrain et de trouver des actions concrètes qu'on peut faire ici à Luxembourg avec les employeurs luxembourgeois. Donc voilà, c'est des grands défis. Donc chaque jour, on essaye d'innover. Donc c'est ce qui est aussi passionnant dans nos métiers au sein de l'association. Et parfois, il y a des succès sur des projets. Parfois, c'est difficile parce qu'on est confronté à la réalité de terrain, du monde économique, et où on a de bonnes idées, mais il y a des freins, il y a des freins permanents et la complexité qui est là. Mais voilà, c'est ce qu'on fait chaque jour. Ok, parfait. Et quels aspects de la RSE te tiennent particulièrement à cœur et pourquoi ? Par rapport à ce que je viens de dire juste avant, en fait, c'est pas spécifiquement un aspect, mais ça va être la stratégie des organisations. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises qui pensent justement être actives en matière de développement durable et ou de RSE et qui vont faire quelques petites actions, donc trier des déchets, avoir une politique en matière de gestion de la diversité, mais ça va être ce que je peux qualifier de petites actions. Ça va pas être global et ça va pas être stratégique. Donc pour moi, ce qui est primordial, ça va être la stratégie des organisations et ça va être de leur dire de réfléchir à leur business model et d'y inclure directement cette notion de durabilité dans leurs différentes activités, donc que ce soit dans des services ou dans des produits, et d'y réflire tant sur le pilier social que le pilier environnemental. D'avoir une vision plus globale, plus holistique. Mais c'est intéressant ça. Ça me fait penser, alors l'image est peut-être pas très, très joyeuse, mais au fumeur qui essaye d'arrêter de fumer avec des patchs et celui qui arrête vraiment de fumer. Quelque part, on est un petit peu dans ces dimensions-là où il ne s'agit pas juste de colmater des brèches, non. Mais franchement d'avoir une vision. Réfléchir et de tout revoir, c'est-à-dire de prendre le temps. Et donc c'est ça aussi qui nous manque souvent. Parce qu'il y a une problématique de raisonnement dans le monde capitalistique à court terme en permanence. Or là, on parle justement de réflexion long terme et de penser au futur.
Et donc voilà, de se poser un moment et de voir quelle est sa stratégie. Et le développement durable n'est aucunement un boulet ou un caillou dans la chaussure. C'est au contraire, je pense, une vraie opportunité business et stratégique pour les organisations, d'autant plus avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est bien de souligner que c'est quand même positif. Oui, tout à fait, mais que ce c'est soit vrai. sur des problématiques environnementales ou sociales, en fait, ça peut être un vrai avantage compétitif. Et puis je pense que c'est aussi une vraie attente des citoyens, des consommateurs, et il faut y aller. Et d'ailleurs, quelles évolutions, toi, tu observes depuis 10 ans ou même plus, puisque ça fait plus longtemps finalement que tu es engagé dans cette voie? Déjà une prise de conscience accrue. Donc ça, c'est vrai que si je regarde rétrospectivement, quand je disais il y a quelques minutes, ça n'existait pas un responsable de développement durable, aujourd'hui, il y en a quand même... au niveau international, c'est des fonctions qui existent, il y en a un peu partout. Dans beaucoup de sociétés. Voilà, c'est ça. Dès qu'on a une certaine taille. Exactement. On a aussi, je pense, via les médias, on a de moins en moins de personnes qui contestent qu'il y a des problèmes au niveau du changement climatique. Les scientifiques sont tous raccords, même si c'était déjà le cas il y a plusieurs dizaines d'années, maintenant je crois qu'il y a moins de gens qui contestent ces données, même s'il y en a encore toujours un petit peu qui existent. Donc voilà, cette prise de conscience pour moi elle est hyper importante, et donc ça on voit qu'il y a des changements. Malgré ça, il y a quand même, je trouve, et là je reviens de nouveau à cette histoire de stratégie d'entreprise, il y a quand même pas tant d'organisations que ça qui mettent ça vraiment dans leur modèle économique, qui réfléchissent. Il y a toujours ce manque d'anticipation, je trouve, et donc c'est bien, on a encore des choses à faire à IMS, donc il y a encore une marge de progrès. Après, on voit que dans les activités qu'on mène à IMS, ce que je disais tout à l'heure, on a certains succès. La charte de la diversité qui a été lancée il y a une dizaine d'années, on a plus de 250 organisations qui l'ont signée, c'est très positif. On voit aussi que, pareil, il y a 10 ans, quand on parlait de la gestion de la diversité, les premiers signataires, je ne suis pas sûre qu'ils savaient de quoi on parlait. Au jour d'aujourd'hui, on comprend ce que c'est la diversité, on comprend quand on parle d'inclusion, quand on parle de la thématique, par exemple, de l'orientation sexuelle dans le monde du travail, il y a moins de sujets là-dessus, alors qu'il y a 3-4 ans, on nous disait mais qu'est-ce que ça vient faire là ? Il y a de belles évolutions sur le pilier social, et puis sur l'environnement, c'est pareil. Je pense que sur tout ce qui est tri des déchets, sur tout ce qui est gaspillage, on voit aussi, là c'est peut-être plus simple aussi, parce qu'il y a tout de suite un intérêt économique à moins consommer, à récupérer. Donc ça les organisations ont vu peut-être plus rapidement qu'elles pouvaient s'engager sur ces sujets. Donc en 10 ans, on peut dire un grand pas en avant, quoi. un pas, en avant grand, je ne sais pas encore. Oui, parce que moi j'ai l'impression que c'est une prise de conscience, que le mur se rapproche. De toute façon, on le constate au quotidien. Mais par contre, fondamentalement, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... C'est tiraillé. D'un côté, on en prend conscience, et de l'autre côté, on résiste parce qu'on ne sait pas... on ne veut pas changer... C'est ça, c'est la problématique du changement d'habitude et du changement tout simplement. Donc c'est ça aussi que les organisations doivent accompagner, parce que revoir sa stratégie, y inclure des choses différentes, c'est aussi accompagner le changement, accompagner les collaborateurs qui vont faire partie de ces organisations-là. Mais je crois que comme il y a aussi une conscience plus accrue sur ces thématiques-là, les entreprises devraient aussi s'adresser à leurs collaborateurs et les impliquer dans ces réflexions-là, avoir des processus aussi plus collaboratifs et avec plus d'implication. Nous, on l'a fait à IMS, tout ce qu'on fait à IMS d'ailleurs, et discuter en équipe, en modèle collaboratif. Il n'y a rien qui est décidé en top-down. Donc, et ça fonctionne en fait. Il y a aussi, je pense, une crainte au niveau des directions et des managers d'échanger avec les collègues et ou de les impliquer, de se dire mais comment on va gérer ça, etc. Mais non, en fait, c'est une vraie richesse de pouvoir interagir avec toutes les compétences humaines qu'il peut y avoir dans une entreprise. Puis ça permet aux salariés aussi de s'impliquer davantage dans sa société. Et puis c'est une demande aussi de pas mal de personnes aujourd'hui, de dire ok, j'ai mon job, j'aime faire ce que je fais, même si c'est des choses techniques, mais qu'est-ce que vous m'apportez en plus et sur quoi je pourrais m'engager auprès de l'organisation. Donc là, s'il y a des réponses concrètes, c'est des aspects positifs qui permettent aussi d'attirer certains profils. Oui, quand on parle de quête de sens, ça en fait partie. On sait bien que le taux de burn-out ne cesse d'augmenter et que là, clairement, oui, avec ce qui s'est passé et la crise, il y a des problèmes en termes de santé mentale qui vont, à mon avis, ne faire que croître. Donc, j'ai pas de data là, ce matin, mais... Nous non plus, mais c'est vrai que concrètement, c'est un phénomène... Des échanges qu'on peut avoir avec les responsables des ressources humaines, oui, il y a une vraie problématique. Donc, ça veut dire que l'un des critères du burn-out, c'est effectivement cette perte de sens, et en mettre un nouveau, différent, c'est aussi une réponse à ça, finalement. Ouais, donc là, on fait, nous, par exemple, des conférences sur ces sujets. Donc, on s'adresse aux responsables des ressources humaines et on a essayé dernièrement de les accompagner
avec l'autre réseau qui est HR Community, qui travaille avec les responsables des ressources humaines. Donc on a eu une conf justement sur l'engagement des collaborateurs, une dizaine de jours, et on va travailler aussi sur des aspects comme ça, parce que c'est clair qu'il y a une vraie thématique. Super. Mais, écoute, nous on a une petite question avec Anne-Claire, c'est qu'en tant qu'indépendante, on se demandait, non mais pour parler plus des TPE ou des indépendants en général, est-ce que tu peux peut-être nous donner des petits conseils, comment initier en fait une forme de RSE pour des petits comme nous? C'est déjà aussi de se poser et de voir quel est votre modèle économique, ce que vous faites, à quoi vous répondez, et puis de se questionner sur des problématiques environnementales et sociales, et ce que vous pourriez faire. Et donc je reviens de nouveau à ce que j'ai dit précédemment, mais si c'est intégré à votre stratégie, c'est moins lourd à gérer aussi, puisque en fait ça va être dans votre business quotidien et vous allez pouvoir l'intégrer. Je ne sais pas si c'est assez clair ou vous vouliez. Si, c'est très clair. Vous voulez qu'on discute de votre stratégie et qu'on oui, mais bien sûr. Potentiellement dès ce matin des pistes concrètes. Non, parce que souvent dans les entreprises, il y a une personne qui va gérer, je sais pas, le tri de déchets ou aux ressources humaines. Ils vont gérer certains aspects sur le pilier plus social. Et puis chacun va faire son truc dans son coin, mais il n'y a pas cette vision holistique dont je parle. Et c'est ça aussi qui est hyper important. Après, c'est bien aussi de suivre, d'avoir quelques petits indicateurs. Et quand on est tout petit, c'est pas de se fixer des objectifs complètement irréalisables, c'est de trouver une ou deux pistes d'action. Donc j'imagine que vous êtes très créatifs. Anne-Claire est venue en vélo ce matin, je pense que ça compte. Il y a la mobilité, il y a plein de choses. Après, il y a des référentiels aussi qui existent, donc il suffit de télécharger sur Internet un référentiel pas trop compliqué quand on est une petite organisation, et puis de pointer déjà, de faire la revue de ce que vous faites déjà, parce qu'en fait il y a déjà sûrement plein d'actions que vous faites. Oui, on fait déjà plein de choses, on fait un compost, on achète sans déchets, on a plein de... On est presque au top. Et en plus, ce qu'on véhicule dans ACAM, c'est quand même ça, ces messages un petit peu on l'a dit au début, de durabilité, d'engagement. Je pense que même, c'est ça, dans le business model, on sent déjà qu'il y a un engagement. Mais c'est intéressant, c'est intéressant cette checklist, si on peut appeler ça comme ça, pour un petit peu avoir des idées aussi de choses à faire qu'on pourra éventuellement mettre dans la descriptive du podcast pour ceux que ça peut intéresser. C'est vrai. Bonne idée Camille, bonne idée. On parle donc là des humains, parce que finalement nous, on est tout petit, on est indépendant, mais dans une grande entreprise ou une moyenne entreprise, il y a aussi tout un tas d'humains. Ouais. Donc du coup, la question que moi je me posais, c'était comment un collaborateur, un salarié peut lui, au sein de son entreprise, agir. Bon, ça, c'est peut-être, s'il y a déjà quelque chose en place, c'est peut-être plus facile, mais initier ou sensibiliser ses pairs, voire son management à ces fameuses thématiques. Alors, je pense que chacun, dans la fonction qu'il occupe dans n'importe quelle organisation, parfois voit des choses et pense parfois à des concepts ou des pratiques qui pourraient être améliorées. Donc déjà, c'est d'en parler, déjà, de créer le dialogue autour de ces sujets, parce que parfois on fonctionne en silo, parfois chacun est dans son poste. Donc essayer d'ouvrir ça et d'amener le dialogue. Donc je pense que c'est pas toujours facile dans toutes les organisations, ça dépend de la culture, mais bon, d'essayer d'impulser ça, et ça peut partir parfois de la base. Faut pas se leurrer. C'est vrai que parfois on a peur de dire les choses, on se dit comment ils vont imaginer, comment ils vont réceptionner le message, etc. Mais il faut oser. En fait, oser, voilà, c'est ça que je dirais en premier. Et puis après, pourquoi pas se regrouper aussi. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut faire un putsch dans une organisation, mais de se regrouper, mais sur des pratiques positives, c'est-à-dire je sais pas, si on remarque que son organisation... Bon, j'ai resté sur des trucs très basiques, mais il n'y a aucun tri de déchets, alors que quand même, je pense que de nos jours, c'est pas très compliqué de mettre ça en place. Peut-être d'amener ces pratiques, de créer des groupes, de proposer aussi de le faire ou de le mettre en place, donc d'avoir des salariés qui deviennent actifs sur ces questions-là qui s'impliquent et qui proposent aussi des projets concrets et des initiatives. Parfois aussi, donc c'est ce que je disais, quand on va être en rendez-vous avec des clients, il peut y avoir aussi certaines remarques qui émergent de parties prenantes extérieures à l'organisation. De nouveau, pareil, de les remonter aussi et de dire, voilà, on m'a fait savoir est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer nos pratiques là-dessus, et puis d'essayer d'instaurer ce dialogue, en fait, et de pouvoir commencer à créer des petits groupes de travail ou groupes d'action sur certaines thématiques. Ça, c'est tout à fait possible. Il y en a pas mal, notamment sur des questions sociales, en matière de gestion de la diversité. Il existe des groupes qui, au départ, étaient là pour défendre les minorités, sont reconnus dans les organisations. Donc,
désolé, enfin, c'est pas une minorité. Normalement, les femmes, on doit être à moitié-moitié dans les organisations, mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'est souvent partie de ces thématiques-là, mais ce sont voilà, des groupes ou des clubs dans l'organisation qui permettent de pousser voilà, tout ce qui est leadership au féminin. Et après, ils se sont ouverts, il y a des hommes dans ces groupes, il y a d'autres minorités qui ont rejoint, par exemple, voilà, sur tout ce que je disais autour de la thématique LGBTI. Et ça, ce sont des exemples. Ok, super. Alors, nous en avons déjà quand même parlé. Certains piliers sont plus faciles à mettre en place que d'autres. Et pourquoi, Nancy, selon toi? Alors, ce qui est plus facile, j'ai l'impression, alors après, ça va dépendre de certaines organisations, parce qu'il y a des contre-exemples, ça a toujours l'air d'être plus simple sur le pilier environnemental que sur le pilier social. Donc, c'est vrai que, par exemple, à IMS, sur la charte de la diversité, donc on voit que les organisations travaillent, font des choses, mais sur le pilier social, voilà, la matière première numéro 1, c'est l'humain. Ah oui. Et donc, ça demande du dialogue, ça demande de l'écoute. Parfois, on va mettre des choses en place qui vont bien fonctionner, puis il va y avoir du turnover. Donc, par exemple, si on reste sur la question des femmes, peut-être qu'on arrive à une parité dans son conseil d'administration, et puis il y a des changements, et puis de nouveau, on revient à quelque chose qui est moins bien qu'avant. Et puis sur les sujets environnementaux, si on a mis en place le tri des déchets, on comptabilise, on mesure, il n'y a plus, et ok, c'est un succès, et a priori, ça va moins revenir en arrière, et c'est aussi plus facile à communiquer, plus facile à mettre en place. Voilà. Ce qui est drôle, en t'écoutant, ce qui me fait vraiment, ce qui me vient dans la tête, c'est ce qui est plus difficile finalement, c'est le vivant. Ouais. Parce que quand on parle des déchets, ils sont un petit peu morts, mais en dehors d'être morts, c'est quelque chose qu'on peut rentrer dans une case, comptabiliser, évaluer, ce qui n'est absolument pas le cas du vivant, du rythme de vie finalement. Et c'est ça qui semble le plus délicat. Je me demande, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt justement à se remettre à l'écoute de ce vivant, en nous d'abord, en chacun d'entre nous, et puis après en collectif dans notre entreprise, organisation, et puis après d'une manière générale au niveau de la société. Et je me demande si on ne se trompe pas en ne regardant pas ça d'abord, puisqu'on fait aussi partie de la nature avec certains rythmes, et qu'on impose à nos salariés, même nous, on s'impose des rythmes qui ne sont absolument pas en lien avec ce que la planète nous fait vivre. Là, on est décalé. Vraiment, ça m'a fait... On propose des activités comme ça aux membres IMS, de reconnexion avec la nature. Donc, il y a des choses qu'on fait sur ces thématiques-là, mais complètement, puisqu'on est dans une société plutôt individualiste. Or, je crois que maintenant, on a besoin de recréer du lien, d'échanger et de travailler en groupe et de réfléchir à ces problématiques de manière collective. C'est aussi ce qu'on fait quand on crée des groupes de travail par territoire. On met les entreprises ensemble et on les fait... C'est pas presque juste se parler entre voisins, ils ne se connaissaient pas. Il y a des synergies possibles, ils peuvent mutualiser. Enfin voilà, ils n'y pensaient pas alors qu'ils... C'est vrai que des fois, c'est la porte à côté. Ouais, des fois, dans des grosses structures, tu es à l'étage 2, mais tu ne connais pas l'étage 1, l'étage 3. Enfin, c'est quand même... C'est vraiment dommage, en fait. Et casser ces silos, déjà juste dans l'entreprise, ça permet aussi plus de créativité, de la richesse, parce que, comme tu le dis, il y a peut-être quelqu'un au 4e qui, en se connectant avec la personne au 1er, ils vont avoir une super idée et ils vont permettre d'améliorer les procédures de l'organisation. Mais oui, l'être humain est un animal social. On aura beau dire tout ce qu'on veut, c'est quand même le cas. Des fois, ouais. Alors, dans la même veine que la question d'encore avant, concernant les indépendants ou les TPE, dans notre podcast, on aime bien que les gens qu'on interviewe proposent quelque chose d'un peu pratique que nos auditeurs peuvent mettre en place pour se mettre en chemin. Alors évidemment, là, c'est très complexe parce que toi, tu interviens... nous, on intervient sur tous les champs du développement durable. C'est peut-être une ou deux choses qui te semblent un peu ludiques ou simplement faciles à mettre en place. Alors, en tant qu'organisation, je vais parler peut-être à plusieurs niveaux quand même. Oui, en tant qu'organisation, pour moi, le truc le plus simple, c'est déjà de se mettre à quelques personnes autour de la table. Soit c'est une petite structure, donc les personnes qui dirigent, au moins celles qui ont la main sur l'organisation et ou les responsables de certains services. Et tout simplement déjà d'essayer de faire l'inventaire de ce que fait l'organisation, parce qu'en fait, on fait tous quelque chose, et peut-être à titre individuel et en termes d'organisation, essayer de lister ce qui est fait. Donc déjà, ça, je pense que c'est assez facile à faire. Je pense que tout le monde peut le faire. Oui, puis ça a cet avantage de mettre en avant les choses positives, comme disait Camille tout à l'heure. De partir sur du positif et de se dire, en fait, on ne faisait pas rien, on avait déjà des actions, et donc allons-y.
Ensuite, une fois que cette liste est faite, de hiérarchiser, de voir par rapport à la stratégie de l'organisation, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent justement devenir des procédures et être inclus dans l'organisation de manière holistique. Et puis après, de mesurer, et puis d'enrichir ça de manière permanente aussi. De créer un petit groupe d'échange, donc pas avoir une seule personne, il faut arrêter avec ça, d'avoir un groupe ou un petit groupe de travail autour de ces sujets-là, et de répartir aussi, ça dépend de la taille de la structure, mais d'avoir des leaders sur certains sujets, donc de responsabiliser les gens sur une thématique précise. Puis après, alors là, c'est là où je pourrais donner peut-être plein d'exemples. À titre individuel, il y a plein de choses qu'on peut faire. Tu l'as dit, tu es arrivé en vélo, moi je suis arrivée en transport en commun, sur la mobilité. On peut tous être plus actifs, surtout à Luxembourg, qui est quand même un des premiers pays au monde à avoir le plus de véhicules par habitant quand même. Et oui, donc là, triste à souligner, mais c'est quand même encore le cas. Faisons des efforts sur ce sujet-là. Mais le transport est gratuit. Le transport est gratuit, il y a le tram, on peut se déplacer à pied. Il y a tellement de possibilités en fait, auxquelles on ne pense pas. Et en plus, souvent à Luxembourg, les gens utilisent leur voiture pour faire des micro-trajets. Donc c'est tellement bien desservi. Ça c'est une action simple déjà qui peut avoir un impact énorme si on abandonne un peu plus nos voitures. Il va y avoir tout ce qui est aussi habitude d'achat. Que ce soit sur les vêtements ou sur l'alimentation. Je pense que je t'apprends rien à faire. Allez voir les précédents podcasts. Donc tout ce qui est emballage sur emballage, vos habitudes d'achat à questionner. Ça en tant que citoyen déjà, ça peut être du basique. Et puis essayer de s'engager aussi par rapport à ce qui nous plaît ou les sujets sur lesquels on a un intérêt, parce qu'on n'aime pas tous. Si vraiment on adore sa voiture, il y a d'autres possibilités, et s'engager dans son quartier, dans son entreprise, essayer de, comme on vient de le dire, de créer du lien, recréer ces liens-là et pouvoir mieux interagir et communiquer avec différentes communautés et pouvoir se rendre compte qu'à la fin de la journée, on a fait des petits trucs, mais ça a quand même un impact, il s'est passé quelque chose, et je crois que ça génère aussi de l'énergie positive, et on en a un peu besoin. Clairement. Oui, j'aurais envie de dire que ça résonne là encore, mais d'une autre manière, ce que tu dis, parce que finalement, on dit, ok, tout à l'heure on en a parlé, c'est bien que les entreprises essayent de donner du sens au travail que font les gens qui collaborent pour elles, mais d'un autre côté, c'est pas non plus uniquement son rôle. Un peu comme l'école n'est pas que le rôle, l'éducation ne doit pas être entre les mains de l'école. Et ce que tu viens de dire est vraiment pertinent pour moi, parce que c'est toujours dans les deux sens et il y a toujours un équilibre à trouver. L'individu, il est aussi en charge de son propre développement et du sens qu'il veut donner dans sa vie. On a tous une responsabilité en fait. Voilà. Si au travail, finalement, c'est ok, ça te permet de payer ton loyer, tes traites, etc. Mais c'est pas la claque la plus, tu peux tout à fait, en dehors de ton travail, te créer une vie extraordinaire. Exactement. On ne doit pas non plus attendre tout du travail. C'est comme l'école, encore une fois, et je pense que c'est important de mettre de l'eau dans son vin de part et d'autre et de retrouver sa posture à soi avant tout. Tout à fait. C'était vraiment très intéressant de t'avoir, Nancy, et d'avoir ta vision des choses, parce que, encore une fois, ça fait un moment que tu es impliquée dans tous ces projets, ces sujets, et voir comment les choses ont pu évoluer. Merci d'avoir pu éclairer nos auditeurs avec ton regard très pertinent. Merci à vous deux d'être venus me voir. Merci beaucoup, Nancy, et à très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.